Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, accompagnée aujourd'hui de Tomelk. Bonjour. Et Aurore. Coucou. Une fois n'est pas coutume, nous sommes en équipe réduite pour cet épisode, mais pas des moindres puisque c'est la première fois depuis 3 ans qu'on va vraiment parler de fidélité et d'infidélité. On comprend pas pourquoi on a mis autant de temps à aborder ce sujet. Surtout qu'on va vous bassiner avec ça puisqu'on a décidé de faire une série. Une série de 3 épisodes. Donc voilà, parce qu'on a tant de choses à en dire finalement. Pour se faire pardonner. Voilà, de ces 3 années où vous êtes là, mais pourquoi vous ne parlez pas de fidélité C'est vrai qu'on nous le dit. Oui, tout le temps. Jours. On nous arrête dans la rue pour nous dire ça. Bon, mais on va commencer avec notre traditionnelle question d'introduction qui est Aurore. Quelle est la dernière fois que vous avez fait preuve de fidélité ? Quelqu'un veut se lancer ? Je peux dire moi c'est nul, mais c'est le seul truc qui m'est venu on the spot. Toi qui as créé la question. Hein. Oui, mais mon job c'est de créer les questions et pas d'y répondre. Enfin, mon job, non, c'était celui de. Non, mais elle revient. Pas feu, mais ouais. Stay tuned parce que. Ouais. J'allais dire que quand j'aime. C'est nul, mais bon, je le dis. Quand j'aime bien une marque de fringues, je m'habille qu'avec ça. Et donc, ça m'arrive souvent d'être en full uniforme sans vraiment le vouloir. Alors que c'est un truc qui m'énervait. Je sais pas si vous aviez ça aussi au lycée. Enfin, en tout cas, moi, au lycée, être habillée complètement en Zara, ça n'allait pas. C'était un problème. Mais bon, maintenant, c'est ce que je m'habille pas. Enfin, j'essaie d'éviter Zara, mais. Ok. C'est nul, mais c'est le seul truc qui m'est venu sur la fidélité. Je m'habille de seconde main, ça me parle moins, mais moi, je donne beaucoup mon allégeance à des marques de cosmétiques. Donc, chacun ses trucs. Moi, ça m'arrive en rando. Quoi ? Ça m'arrive en rando. En rando ? D'être en full. Ah oui, en full. Oui. Bon, ça ou m'arrive toutes les gammes de Decathlon. On a tout l'attirail. Ouais, merci. De rien pour cette anecdote nulle. Tomelk. Alors moi, je vais vous parler de club de foot. Parce que je suis un fan de foot depuis toujours. Et je suis supporter d'un club qui s'appelle Valenciennes. Le VAFC. Waouh. Et en Ils fait, sont en quoi ? En Ligue 2 ? Justement, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, c'est que on dit parfois adage de supporter, c'est pas le supporter qui choisit son club, c'est le club qui choisit son supporter. Et donc en fait, moi quand j'étais enfant, j'aimais d'autres clubs aussi, mais c'était un peu le club du coin. J'allais au stade et tout, donc je me suis petit à petit attaché à ce club. Sauf que quand j'étais ado, il était en Ligue 1. Il y avait des beaux matchs, il y avait des bons joueurs et c'était cool d'aller voir Valenciennes. Et en fait, petit à petit, la descente aux enfers. Donc, Ligue 2 en 2014. Et puis là, maintenant, National, donc 3e division. Et pour autant, ça m'arrive toujours de regarder des matchs de Valenciennes. Tout le monde ne comprend pas dans mon entourage cette passion irrationnelle et contre vents et marées. Oh, mais c'est ça m'arrive de regarder des... oui. Attends qu'elle remonte. Mais c'est long, là. C'est très long et des fois, c'est vraiment... C'est vraiment douloureux de regarder des matchs d'une heure sur YouTube, d'une heure et demie sur YouTube. Je le fais pas toujours, mais ça m'arrive encore. Waouh. Cette passion foot aussi enfin dévoilée au podcast. Merci beaucoup Tomelk. Pour ma part, un peu deep, je me suis plaint récemment de ma famille à Lovela, pour en plus des choses qui n'étaient pas me concernaient pas, mais concernaient mes frères et sœurs, enfin voilà. Et Lovela m'a un peu réprimandée. Elle m'a dit ou tu te mêles de tes affaires et tu le prends pas sur ton dos, ou tu le dis à tes parents quoi. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que dernièrement les trucs familiaux, en plus, j'ai l'impression que je le vois aussi, on en parle souvent, on est là en mode nos parents, et puis ils vieillissent potentiellement, et nanani, et nanana, et du coup, on va beaucoup en parler à nos amis, mais pas potentiellement pas aux premiers concernés, et dans la famille, ça me paraît assez souvent le cas. Et du coup, j'étais là en mode, ok, Lovela, je fais ce que tu dis, et du coup, le soir même, j'ai eu le conflit, la discussion houleuse avec eux, et je suis contente parce que je trouve que
j'ai été fidèle à moi-même. Ça faisait des mois que j'en parlais à d'autres personnes et jamais aux personnes concernées. Et qu'en plus, ça a été vraiment, je ne rentrerai pas dans les détails, mais créateur d'avoir cette conversation sur d'autres choses qui ont suivi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est cool de parler aux principaux intéressés pour nourrir et rendre vivantes nos relations les uns aux autres. Donc voilà, parlez à vos familles, ayez des conversations difficiles. C'est mon message de fidélité. Et aujourd'hui donc, on l'a dit, on va parler de fidélité. Je vous propose d'introduire l'épisode. Donc ça fait... on l'a dit. Je ne vais pas redire que ça fait 3 ans qu'on fait ce podcast et que nanani... on n'en a pas encore parlé, qu'on en fait une série, donc en fait on a tout dit. Pub, je profite pour faire de l'autopromo, parce que à défaut d'avoir des partenaires, des sponsors, on peut faire des sponsors à nous-mêmes, et ça c'est super. La fidélité inscrite dans un engagement de couple à vie et traditionnellement un mariage, c'est un grand enjeu de la chrétienté. Et je vous parle de ça parce que j'ai démarré un nouveau podcast Cubéni, où j'explore avec mes invités les liens entre leur parcours de foi chrétienne et leur vie amoureuse et sexuelle. Ça sort tous les 6 du mois et c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Et le premier épisode est sorti le 6 septembre. Donc, si ça vous intéresse, les informations sont en description. Et parce qu'il y en a, je vois les stats, pour les personnes qui ont découvert le Bisoudrome au travers de Cubéni, bienvenue. Ce podcast n'a pas de coloration chrétienne et je sais qu'en disant ça, déjà, plein de petits chrétiennes qui font me traiter d'hérétique, oui, je sais. Et on y questionne tous les mois, oui, mes camarades ne comprennent pas ces enjeux, mais... ne pas placer Dieu au centre de ma vie dans un podcast et ne pas en faire le sujet de toutes mes discussions sur des sujets si clivants, ça peut être un enjeu. Mais tous les mois, on y questionne on questionne un sujet autour de l'amour et de la sexualité. Ça vous fera sûrement vous poser plein de questions que vous ne vous êtes jamais posées et vous offrira plein de pistes et de ressources pour les explorer à votre rythme, si ça vous intéresse. Voilà, instant d'autopromo clos et de bienvenue des nouvelles. Je reviens au sujet de la fidélité. Aujourd'hui, on aimerait déjà définir ce que ça veut dire la fidélité, parce que si on regarde dans le dictionnaire, la fidélité au sens large, ça se traduit par l'attachement à ses devoirs, à ses engagements. Mais quand on parle de fidélité en amour, on parle communément d'attachement à un engagement d'exclusivité émotionnelle et sexuelle. C'est une norme à laquelle la majorité des couples en France sont très attachés et qui est d'autant plus forte qu'elle est très floue. Pour beaucoup, être fidèle dans son couple, ça rentre dans du bon sens, donc ce n'est pas nécessaire d'en discuter, ou alors seulement pour dire qu'évidemment, c'est la base, la fidélité dans le couple. Mais au-delà de coucher avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on entend par la fidélité ? Est-ce que c'est tromper de tomber amoureux de quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est tromper de parler avec une personne du genre opposé quand on est en couple hétéro ? Est-ce que c'est tromper d'entretenir un petit jeu de séduction avec quelqu'un ? Et au-delà de définir l'infidélité, à quel point c'est une limite absolue ou négociable dans nos couples ? Est-ce qu'embrasser quelqu'un d'autre, c'est la rupture obligée ou quelque chose de dépassable ? Et enfin, oui, ça fait beaucoup de questions, mais je m'en pose beaucoup sur le sujet et on va beaucoup s'en poser, je pense. Je suis intéressée de discuter avec vous de comment cette norme forte et floue, c'est un terreau hyper fertile à la filouterie. J'ai appris ce mot, que c'est un terme juridique. Le délit de filouterie, c'est genre quand on ne paye pas son repas, par exemple, et qu'on fait un resto basket. Voilà, petit filou. Ouais, c'est petit filou. Parce que voler, il faut prendre. Alors bref, on s'en fiche. Okay. À la filouterie et au marché parallèle du couple, avec, je le rappelle, 1/3 des couples qui se trompent, et plus sûrement qui font des petits et grands arrangements avec la vérité. Ouhou. Et donc, pour débuter avec ce sujet, je te propose, Tomelk, de commencer avec ta partie. Accepté. Merci. Il y a une étude qui dit que... Il y a une étude qui dit que... Une étude qui dit que... Il y a une étude qui dit que... En faisant des recherches pour l'épisode, parce que vous vous en doutez bien, j'ai cherché un angle sociologique. J'ai eu un peu de mal à trouver des ressources. Je suis tombé d'abord sur beaucoup de témoignages, de récits un peu sensationnalistes, d'émissions de télé, de radio, avec des récits tragiques de tromperie et de trahison sur l'infidélité. Mais j'ai fini par trouver des choses, donc un angle sociologique et un angle féministe aussi, souvent des études de genre.
genre, qui m'ont fait d'ailleurs beaucoup repenser à l'épisode qu'on a enregistré avec Lucie, et qui avait fait une conférence sur la dépendance affective, pardon. Et il y avait pas mal de thématiques connexes, notamment un rapport homme-femme différencié à la possession amoureuse, à l'attachement au sein du couple, et donc à la fidélité in fine, qui est due à une socialisation en fait différenciée entre les hommes et les femmes. Et donc je me suis posé un peu la question globalement, c'est quoi la fonction sociale de la fidélité, et en fait à qui profite la fidélité aussi, et l'infidélité, qui profite de l'infidélité. Donc, comme le disait Lénina en intro, la fidélité conjugale telle qu'on l'aperçoit actuellement avec toutes ces zones de flou, en fait, elle a rien de vraiment naturel. Elle est un construit social, et historiquement, elle est aussi historiquement située. Donc, tout ça pour dire que je suis tombé sur des travaux très intéressants d'une sociologue qui s'appelle Marie-Carmen Garcia. Non pas sur la fidélité, mais plus sur l'infidélité, et elle a travaillé plus précisément sur les relations extra-conjugales durables, en fait, qui s'inscrivent vraiment dans le temps, qui ne sont pas juste des relations fugaces. Un soir, l'été, au camping. Voilà. Oui. Et en fait, avant d'aborder cette thématique-là plus précisément, elle remet en contexte le concept de fidélité, et je trouvais ça intéressant. Alors d'abord, premièrement, il y a le contexte culturel, parce que ces normes de fidélité, cette norme de fidélité dans notre société actuelle, telle qu'on la connaît, elle est propre à notre société, et elle n'est pas du tout comprise ou mise en œuvre de la même manière, ou même conçue de la même manière dans d'autres sociétés. Notamment, on peut penser à des sociétés dites traditionnelles, en opposition aux sociétés occidentales modernes, dans lesquelles la filiation et le couple n'ont pas du tout la même existence. Et elle cite notamment des travaux d'un anthropologue qui s'appelle Hua, qui a travaillé sur le peuple Na en Chine, donc c'est un peuple chinois, dans lequel les normes en fait, d'exclusivité et de fidélité sont inversées. En fait, dans cette société, il n'y a pas de mariage, et la fidélité, y est même, la recherche de possession amoureuse et d'exclusivité est même considérée comme une honte sociale. Et donc, c'est vraiment, un peu inversé de ce point de vue-là. Et donc, en fait, c'est la transgression, c'est de vouloir posséder l'autre. Et en fait, dans cette société, pour vous expliquer rapidement, mais après vous pourrez faire vos recherches, en gros, les femmes reçoivent, c'est une société matrilinéaire, donc les enfants sont élevés dans la famille de la femme. Elles sont élevées les enfants sont élevés par la mère biologique et par les frères et sœurs de la mère. Et en fait, l'homme est vu juste, l'amoureux vient rencontrer la femme le soir, son amante ou ses amantes, parce qu'il y a une sorte de multiplicité de partenaires possibles des deux côtés. Donc le soir, ils passent la nuit ensemble, ils passent un moment ensemble, et puis ensuite ils s'en vont, et ils ne vivent pas sous le même toit. Tu veux dire quelque chose, Aurore? Non, j'allais dire que c'est comme les chevaux où t'as le groupe avec la jument, et t'as les jeunes étalons, et puis qui cherchent un groupe de... Mais c'est pas exactement ça. Je cherchais mais bon, bref, je cherchais un parallèle avec un animal pour changer. Mais du coup, apparemment, dans cette société, on ne sait même pas toujours qui est le père biologique de l'enfant. Et en fait, ça a peu d'importance, parce que la figure paternelle, c'est souvent l'oncle ou les oncles de la mère. Ils sont peut-être aussi ton père. Ah oui, non. Non, parce que ça, c'est interdit. Pour le coup, il y a le tabou de l'inceste. C'est quand même assez communément interdit. Et donc voilà, c'est une organisation totalement différente, qui fait que en fait, ça a l'air évident comme ça, la fidélité dans notre société, mais c'est pas le cas partout, c'est un construit social quand même, quoi. Et partout, ouais. Et deuxièmement, en fait, il y a un contexte historique, c'est-à-dire que cette notion de fidélité, elle n'a pas toujours existé sous cette forme, sous la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il y a quand même en filigrane un traitement quand même inégalitaire des hommes et des femmes vis-à-vis de l'adultère qui prévaut depuis très longtemps. L'adultère est entendu comme la relation hors mariage, donc la relation illégitime.
Et donc, premièrement, c'est une histoire qui est très liée à la filiation. Historiquement, la fidélité des femmes était, avant la contraception, exigée parce que, en fait, il fallait s'assurer que l'enfant était légitime et soit bien l'enfant du mari légitime. Et donc, on avait un souci du lignage, de la transmission de l'héritage familial. Ensuite, cette norme, elle a été, donc je le fais de manière très très schématique, mais sacralisée, notamment par les monothéismes et notamment par le christianisme dans notre société occidentale, dans notre région. Et ensuite défendue par l'État, qui s'est posé aussi en garant de l'ordre social patriarcal. Avec donc la sacralisation de la fidélité et une forte condamnation, pardon, j'ai du mal, de l'infidélité et notamment de l'infidélité féminine. Parce que donc l'adultère était réprimé et cette répression s'est renforcée notamment à partir du XVIe siècle. Il faut savoir que jusqu'en 1792, les femmes infidèles encouraient la peine dite de l'authentique. J'ai découvert ça. Okay. C'est ce que Marie-Carmen Garcia explique. En fait, ça correspondait à l'enfermement de la femme adultère dans un couvent et la privation de sa dot. Donc, encore une fois, là, on est très dans ces notions de mariage, d'héritage, etc. Et elle encourait également une réclusion dans une maison de correction pour une période allant de 3 mois à 2 ans. Donc, c'était quand même pas rien. Par ailleurs, le mari pouvait demander le divorce pour cause d'adultère, ce qui n'était vrai pour la femme réciproquement, que si le mari entretenait une concubine sous son toit. Il fallait quand même qu'il aille un peu loin, quoi. Et le Code civil, donc en 1804, a instauré aussi une sanction pour les maris infidèles, mais c'était sans commune mesure avec les sanctions encourues par les femmes. Et en fait, tout ça va de pair avec une représentation entre le XVIe et le XIXe siècle de l'honnête homme. En fait, l'honnête homme, c'était l'homme bourgeois qui était responsable de la moralité de sa femme et de lui donner une sexualité bien tempérée. Et l'érotisme était en fait réservé aux maîtresses qui avaient ce rôle, du coup, plus dans la sphère sexuelle. Et la sainte et la pute, la mère. Ouais, et les deux figures étaient complètement dissociées. Et les infidélités étaient souvent connues de l'épouse et tout ça cohabitait dans un monde cohérent où chacune avait son rôle bien défini. Comme tu l'as dit, avec ces deux rôles de la... T'as dit quoi, d'ailleurs ? Je sais pas si c'est sainte... la Vierge et la pute. Ouais, la Vierge et la pute, ou la sainte et la mère. Enfin, voilà, il y a toujours ces figures, en tout cas... la mère et la... Oui, bon, non, la connasse. Voilà. Oui. Et donc là, on en arrive au XXe siècle, donc une période un peu plus récente, où on passe de l'adultère comme délit à l'infidélité comme transgression normative. Et c'est de ça qu'on parle dans cet épisode, puisqu'on vit aujourd'hui. Oui. Et, malheureusement. Ça dépend. Non, pour l'infidélité des femmes, je pense que c'est mieux de vivre aujourd'hui, mais bon. Et du coup, voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, dans la société dite moderne, la femme joue à la fois le rôle d'épouse et de mère, mais aussi de maîtresse. En fait, les deux rôles ont été réunifiés et la sexualité et l'amour sont beaucoup plus imbriqués qu'ils ne pouvaient l'être par le passé. Et le droit a suivi puisque depuis 1975, l'adultère n'est plus une faute pénale, mais il reste quand même une faute civile. L'article 212 du Code civil dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ça joue dans un divorce aussi. Et ça peut encore jouer dans des divorces, alors avec des interprétations, des fautes de chacun, etc., de la gravité, mais il y a quand même, ça peut encore jouer dans un divorce. Déjà, se promettre fidélité, même civilement, à la mairie, enfin, ça dit quelque chose de la norme, quoi. Ouais. Oui, carrément, dans le cadre du mariage, oui, ça veut encore dire quelque chose. Et puis même, globalement, dans les représentations, une femme infidèle est quand même plus souvent, plus sévèrement jugée qu'un homme dans la même situation. Là où un homme
peut être excusé. On dit ah oui, mais c'est l'homme, il a besoin, c'est un besoin, tu sais, une explication un peu pseudo-biologique. Je pense que ça tend à changer. J'ai l'impression que ça bouillonne en ce moment. Moi, j'ai l'impression le contexte du avec qui tu es, ça joue. Si t'étais avec un gros con, oui, ça joue toujours dans ton récit de vie. Oui, mais je trouve que c'est quelque chose qui bouillonne vraiment en ce moment. Moi, je trouve vraiment que les questions sur la fidélité et ça bouillonne en ce moment et je les sens beaucoup plus exister dans la sphère sociétale. Et je pense aussi, c'est trop simpliste, mais que c'est aussi dû au fait que ce soit moins jugé, puni l'infidélité féminine et qu'il y ait peut-être plus d'égalité sur cette question qui permettent aussi plus d'avoir les discussions, de se poser la question, de le réinterroger et qui permet ce bouillonnement sociétal. Non, je suis assez d'accord aussi. Bon, on a fini la frise historique de la fidélité, donc on en est là. C'est hyper intéressant. Et après, si vous voulez plus rentrer dans le détail sur la... le thème plus précis en fait de l'ouvrage de Marie-Carmen Garcia, donc je l'ai même pas cité en plus. Le nom de l'ouvrage Amour clandestine. Amour clandestine, et en fait il y a 2 volets, un premier ouvrage qui est sorti en 2016 et un deuxième qui est sorti en 2021. Et je peux vous brosser quand même rapidement ce qu'elle en dit. Pourquoi pas. Ou pas, on va voir, enfin tu nous diras. Ce qu'elle dit sur les amours, sur les relations extra-conjugales durables, du coup, c'est que tout ça est dû à des enjeux de socialisation surtout secondaires, c'est-à-dire qu'il y a une socialisation primaire qui joue sur les individus. On a une socialisation qui nous pousse à avoir une telle représentation de l'amour, des relations, etc. Et en fait, il y a une socialisation secondaire qui se fait avec les parcours de vie de chacun. Et donc là, c'est plutôt les gens qui vont aller dans des relations extra-conjugales, c'est plutôt le fruit de leur socialisation secondaire en général. Ah oui ? Ça peut pas être parce que j'ai déjà entendu par exemple dire dans ma famille mon père était infidèle et donc ça faisait un peu partie de soit c'est condamné, soit tu te dis inconsciemment en fait ça peut marcher que dans ce je sais pas si c'est que t'es où en opposition si ouais carrément non mais je pense que ça peut ou un peu dans le pas par aussi, dépit quoi, ou un peu par comment dire c'est qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça que, il y a que comme ça que ça peut durer. Par dépit, ça marche pour dire ça. Je sais pas si par dépit, ça, le fait d'être il y a un peu un fatalisme. Oui, voilà, on est plutôt par fatalisme. C'est un truc que j'ai déjà. Ouais, non, je pense que ça peut exister. Après, j'imagine que c'est rarement l'idéal, quoi, l'idéal de vie amoureuse. Non, mais c'est un peu comme quand avec des enfants de parents divorcés, par exemple, j'ai l'impression que des fois, leur rapport au mariage, il va être beaucoup plus jeune, il va être... J'ai l'impression que c'est pas pareil quand tes parents sont encore ensemble, que quand tes parents ont divorcé jeunes, t'es un peu désabusé, ou peut-être même un peu internalisé, un truc un peu de stress, l'amour, ça dure... tu sais que l'amour, ça peut ne pas durer. Oui, ça remet pas forcément en question la norme, mais peut-être pas le poids de la norme, mais à quel point c'est négociable. J'en parlais dans l'intro de la norme, elle peut être hyper stricte, hyper forte, ou elle peut être en réalité, que ce soit dit ou non, négociable dans la vie des gens, quoi. Ouais, la transgression va pas être vue de la même manière, et du coup, elle est plus possible, en tout cas, plus partie du champ des possibles. Ouais, ça, c'est possible. Ouais, mais après, dans la socialisation secondaire, c'est aussi les rencontres qu'on fait, quoi. Les personnes autour de moi qui ont pu être maîtresses. J'ai l'impression que c'est la rencontre avec telle personne à un moment donné où en fait ça amène à ça. Mais en tout cas, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des représentations différenciées des hommes et des femmes dans leurs propres relations clandestines, donc dans les discours de ces hommes et ces femmes qui sont dans ces relations extra-conjugales. Alors souvent, d'ailleurs, le schéma, c'est plutôt un homme en couple avec une femme qui, elle, n'est pas en couple. L'inverse existe aussi, mais c'est le schéma qui c'est le plus, auquel elle s'est le plus confrontée en tant que chercheuse. Et donc ces représentations différenciées, ça va être du coup des femmes qui souvent vont être vues comme espèrent être vues comme des femmes amoureuses avant tout.
et qui du coup vont plutôt vouloir faire des activités comme des dîners, des cinémas, etc. En somme, une forme de quasi-couple dans cette relation extra-conjugale. Notamment pour les maîtresses célibataires, c'est pas du tout le cas pour les femmes en couple, qui sont déjà en couple officiel, entre guillemets. Et pour les hommes, plutôt une volonté de maintenir leur amoureuse illégitime dans la sphère sexuelle, avec une expression parfois limitée des sentiments, mais en tout cas... ou alors quelque chose d'un peu exalté, enfin vraiment le côté aventure, quoi. C'est l'aventure, mais ça doit pas ressembler au couple classique, quoi. Il n'y a pas de quotidien. Ouais, il faudrait que je back up ça. Je vous en avais parlé en off, de l'idée que je vais voir si je trouve des études ou des choses là-dessus sur le fait que dans la sociabilisation féminine, les femmes, même quand elles trompent, c'est souvent plus pour se mettre, en tout cas avec l'idée de se dire en fait c'est elle la bonne personne, un peu dans un côté âme sœur. Peut-être que j'ai pas trouvé mon âme sœur avec la première, mais peut-être que la deuxième l'est, et du coup une justification de l'infidélité dans en fait c'est elle qui me correspond, et potentiellement plus à avoir envie de se mettre avec la personne d'après, alors que les hommes ça va plutôt être là en mode mais je suis très bien avec ma compagne. Mais je souhaite vivre de l'aventure, vivre cette autre relation, quand même toujours des symboles de la sainte, la pute, enfin de qui occupe quelle place, qui joue, et du coup l'envie de vivre cette aventure-là sans remettre en question la structure de base, ce qui pour moi va aussi beaucoup avec le fait que le couple hétéro profite plus aux mecs qu'aux femmes, et que du coup les mecs ont moins d'intérêt à partir de leur couple hétéro, même s'il y a tromperie, que les femmes qui vont du coup potentiellement être plutôt plus dans cette réceptivité et cette envie de recréer un nouveau couple avec l'autre personne. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Marie-Carmen Garcia dit que dans les couples qu'elle a interrogés, souvent les hommes qui sont en couple par ailleurs, parlent de leur femme, enfin de leur conjointe, de manière assez positive finalement. Ils disent qu'ils l'aiment, que leur parce couple que c'est c'est pas, enfin il n'y a pas de problème dans leur couple, ça va très bien, mais que quand même ils avaient un moment, il y a eu cette opportunité, cette histoire qui s'est créée, et qu'en fait c'est comme ça, quoi. Et du coup, ce qu'elle dit, en fait, c'est que les femmes donc, qu'elle interroge sont entre souffrance par manque de reconnaissance en tant qu'amoureuse et satisfaction quand même parce qu'elles jouissent d'une certaine liberté dans ces relations-là. Mais ce sont souvent les hommes qui détiennent le pouvoir sur la délimitation du périmètre de cette relation et sur ses possibilités d'évolution et sur son niveau de confidentialité. Et du coup, elle a cette formule que je trouve parlante. Les jardins secrets ne sont pas de charmants endroits où l'on s'aime en cachette. En fait, on pourrait avoir cette idée de jardin secret, de relation cachée qui est en fait un cocon, etc. Mais en fait, il y a aussi des contraintes matérielles très importantes pour les deux, pour l'organisation, mais aussi des contradictions morales à gérer et des souffrances qui font que on a du mal à gérer notre idéal d'amour et cette relation parfois un peu étriquée et des injonctions qui sont pas les mêmes en plus pour les deux protagonistes, quoi. Ça me fait penser, il sera peut-être plus au cinéma, mais je vous en parle, au film Connemara que j'ai vu, qui est une adaptation du livre éponyme de Nicolas Mathieu, où il y a un enjeu d'infidélité, mais qui pour le coup est dans l'autre sens, parce que la femme est en couple et l'homme est fraîchement divorcé, mais divorcé donc célibataire. Avec toute cette idée aussi de vraiment, mais qui a plein de problèmes dans sa vie. Donc on voit vraiment cette histoire d'amour comme une fuite et un échappatoire, et avec ce côté aussi un peu du coup jardin secret, espace cocon de leur vie qui ne leur vont pas des deux côtés, où ils se retrouvent et tout, avec, comme t'en parles, toutes les limites à ça, parce que en fait ça reste un fantasme, quoi, et que potentiellement quand on essaye de sortir du fantasme, là ça pose plein d'autres questions qui se posaient pas dans cet espace un peu intermédiaire où on est en échappatoire, mais qu'on on s'engage pas vraiment avec l'autre, quoi. Voilà. Mais un peu de l'autre sens, puisque c'est la femme qui est infidèle, et plutôt lui qui est
La maîtresse, il n'y a pas trop de nom au masculin pour l'amant. Mais c'est quand même plutôt. Mais on le dit pas, et ça se voit à quel point même. Ça se dit l'amant. L'amant. Ça se dit, mais la maîtresse, il y a ce côté vraiment associé à ça et avec un bagage fort, quoi. Dire être la maîtresse, ça vient avec un poids qu'il n'a pas l'amant. Tu peux être un amant mais être sans qu'il y ait tromperie, alors que les maîtresses en général, c'est souvent. Ah ouais, c'est connoté. C'est ça. C'est sûr. Tromperie, oui. Et pour finir, parce que le reste, on l'a déjà dit en fait, mais autrement, y a le rôle de la famille légitime aussi que je trouvais intéressant, qu'elle souligne pas mal, qui est assez importante, donc cette famille légitime, dans les discours des hommes qui sont interrogés. Et de manière assez paradoxale, on pourrait penser que ils trahissent en fait leur couple légitime et leur famille, donc en fait ils s'en fichent de cette famille. Et en fait non, au contraire, souvent ils en parlent de manière très améliorative et ils sont très attachés. Et en fait, ça traduit pour la sociologue l'idée d'une socialisation des hommes pour être un chef de famille et protecteur. Et en fait, souvent, ils insistent sur le côté, l'importance de ne pas briser cette famille légitime, ce que les maîtresses, entre guillemets, voient souvent comme un prétexte en fait pour ne pas quitter leur relation. C'est peut-être un déni, quoi. Ça peut être le cas aussi parfois, mais en tout cas, ce qu'elle souligne, c'est qu'il y a un clash assez rude entre d'un côté les normes de parentalité masculine et de l'autre côté les normes amoureuses féminines qui impliqueraient que on vive cet amour, quoi. En se disant, on se disait ça aussi que je pense que ces discussions elles sont aussi marquées générationnellement et que ce sera peut-être, que c'est peut-être plus exactement pareil pour les jeunes générations où ça bouillonne cette question, mais pour moi c'est un bouillonnement tout nouveau, mais ça bouillonne ces questions de fidélité que pour d'anciennes générations, et on a parlé ensemble d'anciennes générations qui sont là en mode des deux côtés là, sans parler de ces faits sociologiques, mais de la tromperie dans le couple, installé, durable, du fait d'être là en mode on se le dit pas, ça reste caché. En fait, il peut aussi y avoir mais là ça vient à parler de à quel point la norme est forte ou négociable, que parfois la norme en apparence est très forte, de dire on est un couple durable et fidèle, mais qu'en réalité il y a plein d'arrangements qui sont faits avec la vérité, qui sont des fois que d'un côté, des fois des deux, et avec des fois un implicite où les deux personnes en réalité vont potentiellement être plus ou moins d'accord que l'autre la trompe occasionnellement ou quoi, tant que personne ne se dit rien et qu'on garde le cadre du couple bien défini, quoi. Je sais pas à quel point c'est fréquent. J'avais très envie, donc je vous le dis, ma première idée de podcast était un podcast sur l'infidélité, donc c'est d'autant plus fou qu'on n'en parle que maintenant. Ah oui, et je voulais interviewer des personnes sur leur rapport à la fidélité et l'infidélité, donc vraiment, c'était vraiment ça l'idée. Et je voulais notamment interviewer des personnes âgées, parce que j'avais entendu, je ne pourrais pas vous donner des ressources, mais ça m'avait sauté aux yeux plusieurs fois dans des interviews de personnes âgées, pas forcément, pas là-dessus, mais où elles étaient un peu là en mode on a trouvé nos arrangements, on s'est débrouillé, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y avait plein de trucs un peu malicieux où tu sentais que d'une manière ou d'une autre, tu vois, peut-être qu'une personne a trompé l'autre, que ça a été terrible sur le coup, qu'après ils se sont rabibochés, qu'après ils se sont dit ok, finalement c'est pas si grave, ou que notre couple tient, j'en sais rien, qu'ils le voient rétrospectivement, ou que de manière apaisée après le coup, quoi, ou alors résignée, je sais pas. C'est ça. Mais ça, je le verrais. Alors c'est moi qui projette sur pourquoi le comment, mais je le verrais plus comme un peu une histoire de mariage. Un mariage que tu as fait jeune, ou je sais pas, un peu comme la reine Elisabeth et son mari, où finalement ils étaient peut-être pas fous amoureux, et donc ils ont chacun leurs petits arrangements. Et j'ai l'impression que dans un cadre d'un couple où les deux on n'est pas fous amoureux, donc tu peux aller voir ailleurs, et alors que si un couple c'est vraiment un moment choisi. Moi, je n'y crois pas du tout. Je crois que c'est juste, on le dit, un tiers des personnes se trompent. Je crois que c'est réaliste. En fait, c'est réaliste dans un couple que potentiellement, à un moment, l'un va tromper l'autre, et on ne sait pas dit tout ce que ça peut vouloir dire tromper. Mais ça peut je dis pas que les couples qui se sont choisis se trompent pas. Je dirais que l'idée d'accepter un arrangement, elle est plus facile quand. Alors que quand tu t'es dit, on s'est mis ensemble parce que c'était un amour passionné, je trouve que c'est beaucoup plus
dur d'accepter. Mais je pense que c'est pour ça que ce serait intéressant. Mais je dis pas que les gens ne se sont pas trompés ou ne se trompent pas. Ce serait une bonne idée de micro-trottoir et il faudrait interviewer ces personnes plus âgées. Mais je pense que, tu vois, ces arrangements, ils peuvent être rétroactifs. Sur le coup, ça peut être vécu très violemment, mais quand on reparle, tu vois, genre à un certain âge, en mode hihi, là, tu peux avoir le côté malicieux de l'eau est passée sous les ponts, nanani, vous les jeunes qui vous stressez pour pas grand-chose. Enfin, au bout d'un moment, soyez pragmatiques. Si vous voulez rester ensemble toute votre vie, c'est sûr que... à un moment, il se passera des choses, il y aura des filouteries, tu vois. Enfin, tu sais, un peu en mode, on a vu, on a connu, on a vu, tu vois, on a de l'expérience sur la vie, quoi. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est pas exclusif du fait de ce que tu disais, Aurore. Quand tu as choisi vraiment la personne, peut-être que tu as... En plus, maintenant, la mise en couple, elle se fait un petit peu plus tard qu'avant. Tu as une vie amoureuse. Même la mise en concubinage. Oui, en concubinage. En fait, quand tu as une vie amoureuse avec plusieurs relations, etc., et que tu as trouvé une personne que tu considères être la personne avec qui tu as envie d'être, etc., forcément, c'est plus dur d'accepter justement ces arrangements. Enfin, moi, il me semble aussi que c'est plus dur d'accepter des arrangements ou une trahison, entre guillemets, tu vois, de la tromperie. Qu'avec quelqu'un avec qui tu t'es mis très jeune et avec qui tu vas rester, évidemment, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a d'autres enjeux, etc. Peut-être même, une entente ou un... Voilà, et puis, où tu t'arranges différemment avec cette... En fait, là, il y a un alignement de la vie amoureuse et du couple qui est tellement fort que c'est dur de venir rompre ça, quoi. Oui, j'entends. Écoutez, si vous êtes une personne concernée qui voulait parler à notre micro de votre couple et de vos petits arrangements, n'hésitez pas. Peut-être qu'on peut passer à un autre type d'infidélité et de comment c'est perçu par les gens. Rêve parti. Alors, ça va pas du tout être construit mon histoire, mais... Pas de problème, on discute. est prêt. Quand on a commencé à parler de fidélité, un des premiers trucs qui m'était vraiment venu en tête, c'était se souvenir de commentaires. Alors, par exemple, pour le podcast Ex d'Agathe Le Caron, donc c'est donc tous les vendredis, il y a une histoire de quelqu'un qui raconte une histoire d'amour qui se veut extraordinaire pour plein de raisons possibles. Et donc, parfois, il y a des histoires où une histoire d'amour se crée en superposition à une autre. Alors, c'est une superposition qui peut être parfois juste des sentiments qui se créent, mais il n'y a pas forcément de tromperie sexuelle. Oui, puisqu'il faut distinguer l'émotionnel et le sexuel, ce qui peut avoir des valeurs différentes dans les yeux des gens. Il y a des gens pour qui tomber amoureux de quelqu'un d'autre, c'est pire. Il y a des gens pour qui coucher ou embrasser quelqu'un d'autre, c'est pire. Enfin... Est-ce que tu es tombé amoureux, tu t'es masturbé, mais vous n'avez pas couché? Est-ce que je ne sais pas si c'est... Non, mais il y a plein de... Radiant de la tromperie. C'est en ça que c'est une norme très floue. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous on vous interroge qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la tromperie, et est-ce que vous êtes sûr que ça veut dire la même chose pour votre partenaire, si partenaire il y a, et que cette norme est vue de manière aussi stricte ou négociable l'un de l'autre, parce que il y a vraiment plein de possibilités. Chaque fois que j'en parle avec des gens, j'ai des réponses différentes de non, mais à partir du moment où tu penses de manière plusieurs fois à une autre personne, c'est déjà tromperie, ou ce serait moins un problème d'embrasser quelqu'un un peu en soirée que de développer des sentiments pour d'autres, ou à l'inverse. Enfin, voilà, il y a vraiment un grand spectre, quoi. Ouais, ou à l'inverse, on peut se dire aussi que si y a un sentiment, c'est qu'en fait c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, donc on peut pas en vouloir à la personne. Alors que la sexualité, c'est un acte. On choisit d'y aller. C'est assez subjectif en fait, finalement, la manière dont on place le curseur. Et ce que j'avais remarqué, donc, c'est que pour chaque sortie d'épisode sur Instagram, il y a une photo du couple que le couple a dû envoyer et qui est postée. Et pour toutes les histoires où il y a un moment superposition de deux histoires, c'est-à-dire il y a un premier couple, après il y a superposition, et après il y a deuxième couple, quoi. Enfin, le deuxième couple prend la place, quoi. Oui, c'est ça. Quelqu'un rencontre quelqu'un alors qu'il est déjà en couple. Et puis après se met avec l'autre personne rencontrée. À chaque fois, il y a toujours un commentaire, au moins un, pour dire non là, mais qu'est-ce que c'est que cette j'ai plus la phrase. Romantisation, pas romantisation, mais ils disent qu'ils excusent un peu banalisation. Voilà, une banalisation de la tromperie.
Et alors pourtant, moi, je suis une romantique. Je suis pas... Et l'idée du genre... Enfin, moi, je suis du genre à être fidèle à un crush, tu vois. Toi, t'es fidèle même s'il n'y a pas d'engagement. Même s'il n'y a pas d'engagement, je suis fidèle. Ah ouais, c'est le max level de la fidélité. Quoi. Ou par exemple, je sais pas, tu rencontres quelqu'un qui te plaît, t'apprends qu'il est en couple, je suis là, ok, je laisse garder, je vais même pas te regarder dans les yeux. Enfin, s'il a pas... Enfin, si ça me plaît, bien sûr. Mais... Donc vraiment, je suis pas du genre à me dire non, mais enfin tout arrive. Enfin, je pense que pour moi-même, c'est un truc une situation qui serait vraiment pas confortable du tout. Et pourtant, en général, j'écoute ces histoires, c'est rare que je me dise non mais la personne, franchement, c'est vraiment nul ce qu'elle a fait. À chaque fois, tu te dis bah en fait la vie, bah c'est pas facile, la vie, c'est compliqué, il y a des choses qui arrivent, voilà. Et les gens sont quand même toujours très virulents, pas contents. Alors que... Et je trouvais ça... Voilà, tout ça pour dire, je trouve ça un peu fou. Et c'est pareil... Alors, c'est pareil pour Ex. Pour Crush, je sais pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que... Un autre podcast sur le même format. Oui, c'est à peu près... Sauf que là, il y a vraiment... Dans Ex, il y a vraiment la personne qui raconte son histoire sans intervention. Et dans Crush, par exemple, il y a plutôt une interview avec les voix de l'intervieweuse. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté l'épisode qui est sorti aujourd'hui de Crush. Et c'est une histoire, c'est quelqu'un qui en plus a fait un épisode sur Ex, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de son histoire d'amour, qui en fait est une femme qui est sortie, qui vient d'une famille très catholique, qui a toujours, s'est toujours dit, moi j'aurai mon compte foot pour mon mari, ce sera l'homme de ma vie, la seule personne avec qui je ferai jamais l'amour de ma vie, on aura des enfants, comme ça, tout tracé, et qui a rencontré, alors qu'elle était en couple depuis 5 ans et qu'elle avait, dans sa jeune vingtaine, elle est dans sa première expérience professionnelle, elle a rencontré une femme, alors il n'y a pas eu de coup de foudre, mais disons que elle est tombée amoureuse de cette femme alors qu'elle était en couple, et pendant très longtemps, en fait, c'était... Voilà, elles avaient cette relation amoureuse et pour elle, c'était tellement étranger à ce qu'elle avait... avec son mari, par ailleurs. Et ce qu'elle avait intégré de ce que c'était la vie... c'était presque comme si elle disait j'avais pas de culpabilité, mais pour plein de raisons différentes, parce que j'avais l'impression que ce qu'on vivait, c'était tellement vrai et juste que je pouvais pas m'en vouloir. Et que je pense le fait que ce soit une femme, ça semblait... Enfin bon, bref. Où je voulais en venir avec ça, que c'était intéressant parce que c'est une histoire, finalement, qui est dans cette même dynamique de superposition d'histoire. Ouais. Et c'est pareil, ça commence aujourd'hui aussi. Les gens sont pas contents, les gens n'aiment pas, pas les superpositions d'histoire. Alors que, en fait, on est un peu une espèce qui saute de couple en couple quand même. Donc ça serait un peu naïf de se dire jamais il n'y aura superposition, jamais il n'y aura d'ambiguïté. Parce qu'à chaque fois, hop, on attendra. Mais en plus, ce qui n'est pas forcément clair, parce qu'on peut dire on attend la fin d'un couple pour après en commencer un autre, mais si pour l'un ou l'autre, la tromperie, ça commence déjà à créer des sentiments, dans tous les cas, ça arrive vite. Ça marche pas, quoi. Vite, Ce qui me fait rire, c'est le paradoxe entre être tellement énervé par une situation qui est tellement existante par ailleurs, quoi. C'est d'être tellement accroché à quelque chose qui, par ailleurs, vraiment plein de gens se trompent, quoi. Et dans les définitions qu'on a, en plus, dans un tiers des personnes, c'est du coup une enquête IFOP, IFOP qui 2017. De 2017, Voilà, bon, et pour moi, et je suis assez sûre qu'elle est, déjà, elle est pas parfaite comme enquête, et en plus, je pense qu'elle ne prend pas en compte plein de choses qu'on estimerait être de la tromperie, quoi. Qu'après, les gens s'arrangent aussi avec la réalité, ou après, quand il y a un début de quelque chose, ils sont là en mode oui, mais il n'y a pas eu pénétration, et apparemment, la pénétration, c'est la tromperie. Donc on peut faire un tour de table de la tromperie. Est-ce qu'Embrasse s'est trompé? Après, moi, je suis polyamoureuse, donc... oui, mais oui, mais à chaque fois, les polyamoureux, vous expliquez que vous êtes fidèle, que t'es fidèle, une fidèle polyamoureuse. Oui, je suis une fidèle polyamoureuse, oui. Mais c'est juste que ce curseur, curseur de la tromperie m'est un peu devenu exotique, tu vois. Mais voilà. Donc toi, il n'y aurait jamais de configuration où tu pourrais être évidemment, trompée? Il peut y avoir, et je pense qu'on en parlera dans l'épisode d'après, mais il peut y avoir trahison. Mais tu vois, tous ces trucs de est-ce qu'embrasser c'est tromper? Est-ce que, tu vois, je pense que je suis aussi malicieuse parce que je trouve ça un peu éloigné de ma réalité, de est-ce que penser à quelqu'un d'autre c'est tromper? Je trouve que c'est... par exemple, si quelqu'un te dit, est-ce que ça t'arrive, ça serait possible qu'un de tes amoureux te dise, lui, s'il te plaît, ne l'embrasse pas?
Oui, il y a plein d'enjeux dans les couples ouverts et dans le polyamour d'avoir quand même des règles. On en parlera dans l'épisode d'après. Je fais du teasing. Et toi, est-ce qu'embrasser, c'est tromper? Avec la langue ou sans la langue? Je pense que c'est vraiment pas l'enjeu. Ah, c'est vrai, il n'y a pas du... Non, mais je sais pas, un jour, t'apprends que ta copine, ton amoureuse, a embrassé quelqu'un d'autre, là que vous étiez ensemble, ça te ferait vraiment pas un petit tilt au cœur? Non, c'est pas... Non, faut... mais je dis que c'est pas l'enjeu de savoir, de mettre le curseur entre embrasser, enfin, entre telle sur pratique ou telle pratique. Ouais, genre très précis. Que c'est plutôt un continuum. Ouais, c'est plus un continuum, c'est plus le côté caché, le côté répété, le côté... Qu'est-ce qui se passe dans ta relation mal avec à l'aise, l'autre du coup, aussi, et que ça a des répercussions aussi sur la relation. En fait, c'est ça, je pense. Ou à l'inverse, ta relation va pas bien et qu'est-ce que tu cherches ailleurs. Enfin, mais je suis d'accord que c'est vrai qu'on se met des règles parce que cette norme est forte, mais qu'au fond, la question du continuum, elle est peut-être plus intéressante de se dire quel est le contexte, quoi, et pas juste en mode non, c'est hyper immoral, enfin, comme dans tes histoires de crush ex, d'être là en mode voilà, c'est immoral, voilà, et puis c'est bon, quoi. Oui, parce que même dans des histoires où j'ai une histoire en tête, par exemple, où une femme était en couple avec un homme qui était vraiment un trou du cul. Elle avait eu un accident de voiture et le mec lui dit c'est de ta faute. Enfin, c'est l'engueule alors qu'elle a eu vraiment un accident, un truc bête. Enfin, vraiment quelqu'un de pas sympa, enfin, en tout cas dans ce qu'elle raconte, il n'avait rien pour lui. Et alors, elle ne couche pas. Elle va rencontrer quelqu'un, elle va avoir une espèce de coup de foudre. Elle ne couchera jamais avec lui alors qu'elle sera encore en couple, mais les gens vraiment disent non, mais en fait c'est pas compliqué c'est pas compliqué enfin de se séparer, pas d'être fidèle, mais de se séparer, enfin un peu, voilà, vraiment tu prends tes ciseaux et tu coupe et puis après, voilà. Dans une perspective féministe encore une fois, il y a aussi des conditions matérielles qui font que parfois c'est difficile de rompre avec quelqu'un sans avoir quelqu'un d'autre derrière pour une nouvelle relation, quoi, parce que vivre seul c'est plus cher, c'est plus dur, et ça rentre en jeu aussi, quoi. Ouais. Cette personne, elle attendait pas d'être avec quelqu'un parce qu'elle s'est pas séparée. Enfin, quand elle s'est séparée, elle s'est pas tout de suite mise avec cette autre personne qui d'ailleurs aussi était engagée. Mais c'est vrai qu'elle parle de cet enjeu. Il fallait qu'elle retrouve un appartement, qu'elle qu'elle organise sa vie sur ses enfants, la garde, le boulot. Juste pour rebondir sur le côté norme hyper forte que tu t'exprimes, Aurore, avec les commentaires sous les vidéos, sous les podcasts, la sociologue dont j'ai lu donc Amour clandestine disait exactement la même chose. J'ai écouté une interview d'elle où elle disait que en fait, lors d'une autre interview à la télé, donc elle avait expliqué que l'infidélité c'était un peu le lot de monsieur et madame tout le monde, et elle avait reçu plein de messages de gens qui disaient mais vous banalisez ce phénomène et tout, alors que c'était pas ce qu'elle disait. Elle disait que en fait c'est un constat, c'est que c'est monsieur et madame tout le monde qui est concerné par ce phénomène, c'est un fait social, quoi. Mais les gens étaient outrés. Mais d'où le côté norme hyper forte, mais dû aussi à l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure de la répression de de l'adultère, quoi. Et intéressant à interroger dans toutes nos discussions. On parle toujours de communication avec l'idée de c'est bien d'avoir même si c'est difficile, les discussions difficiles quand tout va bien, si vous nous écoutez là avec vos amoureux et amoureuses, c'est bien de se dire qu'est-ce que c'est. Enfin, en fait, on peut vouloir de la norme, il n'y a pas de problème de vouloir de la fidélité et de l'exclusivité émotionnelle et sexuelle, mais je pense que c'est intéressant d'en discuter pour savoir ce que ça veut vraiment dire pour soi et pour l'autre, et à quel point c'est une norme négociable ou pas, quoi. Enfin, et aussi, s'il se passe quelque chose dans le réel, comment est-ce qu'on a envie de le gérer, parce que ce sera différent pour différentes personnes, mais que là, ce point de commentaire, c'est un peu vraiment, pour moi, des œillères. On dit non, mais ça arrivera pas. Moi, la fidélité, c'est la base, et du coup, ça rend la discussion impossible. Enfin, ça passe dans ce côté, c'est du bon sens, la discussion est impossible, mais ça n'empêche pas la réalité de fait de beaucoup de gens se trompent. Ouais, et puis parfois, je pense que certaines personnes peuvent avoir peur. C'est tellement une norme forte qu'on peut avoir peur d'en parler, parce qu'en parler, ce serait déjà envisager la possibilité de. Alors que. Déjà, insécurisé, ce qui est peut-être le cas, tellement la norme est forte. Mais en même temps, il faut peut-être passer par là pour clarifier les choses. Et puis peut-être pour savoir ce qu'il y a derrière ce besoin. Derrière cette exigence de fidélité, en fait, c'est quoi le réel besoin dans la relation et le besoin de sécurisation ou autre, quoi. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on n'en parle pas parce que ça semble un peu comme une évidence, et chacun a son évidence en tête, mais pour moi, mais il y a un peu des deux, je pense. Ouais. Oui, ça semble comme une évidence, mais on se rend compte que les évidences sont pas les mêmes et que il y a quand même une peur, je pense, forte d'en parler et des conséquences que ça va avoir sur la relation. Et si vous voulez, je peux peut-être finir avec ma hot take.
Ma hot take, c'est un nouveau jingle en polyamoureuse. Non, on fait pas de nouveau jingle. On lui trouvera un jingle. On regarde Nico. Il dit non. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Du coup, ma hot take, c'est que de bonnes polyamoureuses personnes en dehors du couple hétéronormatif, que je suis, c'est qu'il faut voir la passion, mais on verra vraiment la passion dans l'infidélité comme une drogue, et que une des solutions qu'on a avec les drogues pour les rendre moins désirables et rares, ce serait d'en libérer le cours. Donc, ma hot take, c'est que une des manières de lutter contre les drogues dures serait de les rendre légales. Parce que du coup, en libérer le cours, ça permet de les vendre pas en libérant, en faisant n'importe quoi, en faisant comme les cigarettes, l'alcool, où on le vend à des majeurs dans des drogueries, des lieux dédiés, comme les drogues déjà légales. Ça marche moyen bof avec les cigarettes ou le... ça baisse les cigarettes et l'alcool, mais c'est pas forcément pour ces raisons. Augmente, non, c'est aussi un truc sociétal, ça crée moins d'intérêt chez les jeunes. Enfin, il y a plein de trucs, mais voilà. Mais on parle souvent de la prohibition à l'inverse états-unienne de l'alcool comme un échec cuisant de la lutte contre l'alcool, où on a eu les speakeasy, ces bars clandestins qui se sont démultipliés par rapport aux bars légaux. Donc, il y avait plus de bars clandestins qu'il y avait avant de bars légaux quand c'était légal, avec une criminalité qui a augmenté, la consommation de l'alcool qui est devenue plus désirable d'être prohibée. Donc c'est une idée comme une autre qui a plein de contre. C'est pas pour rien qu'on légalise pas les drogues dures, Il y a plein de contre-avis à ça, mais c'est une des idées possibles pour en baisser la rareté et la désirabilité. C'est analysé en psychologie. On parle en anglais, par exemple, et ça va bien avec mon cul béni, cet autre podcast, de l'effet du fruit défendu, the forbidden fruit effect, qui nous fait désirer ce qu'on ne peut pas avoir. Et à l'inverse, l'effet de normalisation, c'est rendre quelque chose de courant, et en la rendant courante, on baisse sa rareté et son originalité, et ça peut permettre de baisser sa désirabilité. Voilà. Et je pense qu'un des grands enjeux avec l'infidélité, c'est déjà tout ce que ça crée d'adrénaline et de désirabilité, l'interdit, Et un des livres, le livre de référence sur le polyamour qui s'appelle La salope éthique, les autrices parlent de ces infidèles où elles disent mais en fait les infidèles, ils en veulent pas de polyamour, ils en veulent pas de non-exclusivité éthique parce que ça enlèverait tout ce qu'il y a de désirable à l'interdit de rentrer dans des formes autorisées de relations non exclusives, éthiques, et décidées. Et donc, je pense que ça rendrait déjà la passion un peu moins désirable si on enlevait une part d'interdit. Évidemment, dans un certain cadre, je ne dis pas qu'il faut enlever tout interdit et toute norme, et en libérant du coup partiellement son cours. Et je pense que si la norme du couple et de l'exclusivité sexuelle dans le couple était moins forte, on ferait moins des fuites addictives face à notre dérégulation émotionnelle, où je vois, et je l'ai vu pour moi j'ai du coup trompé mon ex-copain à un moment donné en saison, l'été, et c'était très... une fuite addictive de mon couple allait pas bien, j'étais dans un moment stressant dans ma vie et du coup j'avais envie de ces fuites et j'ai aussi bu beaucoup d'alcool, fait beaucoup la fête, enfin ça vient pas beaucoup dormi, en fait ça a été dans un lot de plein de choses dans cette période difficile de ma vie où je sentais comment cet interdit rendait la chose plus désirable. Après j'aurais potentiellement eu d'autres, boire beaucoup d'alcool, pas dormir, faire la fête, j'ai eu plein de fuites addictive. Mais en plus, toi, quand t'es stressée, ça t'accélère, non? Tu sais, quand on reprend le concept là, de Emily Nagoski, des accélérateurs et des freins à avoir de la sexualité. Mais moi, j'ai très facilement, quand je suis stressée, j'ai plus envie de coucher avec les gens. Et quand je bois, j'ai plus envie de coucher avec les gens. Donc moi, j'ai plein d'accélérateurs. Donc c'était un terrain très propice. Et je pense que s'il y avait moins de ce truc d'interdit, si j'étais là en mode ça va pas du tout être si désirable que ça de coucher avec quelqu'un d'autre, en tout cas dans l'interdit. Ça aurait, peut-être que j'aurais quand même couché avec la personne, mais je pense que on en fait une obsession, on peut vite en faire une obsession d'être avec une personne et d'en désirer une autre, et je pense que cette obsession, elle vient beaucoup de l'interdit. J'ai aussi, en ce moment, je suis targetée, entendu parler d'un autre
phénomène psychologique qui s'appelle l'effet... Attendez, je vous le retrouve. L'effet Zeigarnik. Vous m'avez entendu quand je l'ai dit avant ? Zeigarnik. C'est bien ça, Zeigarnik. Du coup, c'est quelque chose qui a été étudié par une chercheuse russe. Mais c'est un moyen mémotechnique même, ça il faut que tu l'aies pas retenu. Hein. Zeigarnik ? Zeigarnik. Zeigarnik. Nick. Il n'y a que Nick pour... Ok, d'accord. Il y avait Nick. En fait, le problème, c'était le début du mot. Okay. De cette chercheuse russe qui dit que notre cerveau, et je trouve qu'il y a un lien avec ça aussi, est obsédé par les tâches inachevées. C'est ce qui fait on est toujours obsédé et ça va nous faire plus facilement revenir à une tâche inachevée, quoi. Donc, si on a fini notre truc au travail, ça va être plus difficile de commencer une tâche que si on l'a fini au plein milieu et que là, on est là en mode il faut absolument que je continue on a envie de continuer les tâches en cours. On est obsédé par les tâches inachevées. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi pour moi quand j'étais dans un couple hétéro et que je désirais d'autres personnes, que vu qu'il n'y a jamais vraiment de résolution, que tu peux juste être dans ce truc un peu fantasmé où tu sais pas si la personne elle est vraiment intéressée par... Je suis déstabilisée par Aurore qui photographie mon chat. Tu sais pas si la personne est intéressée par toi ou pas, ou que tu clarifies pas vraiment les choses, ou même dans une tromperie où les choses sont jamais vraiment clarifiées et tout, ça peut créer ce truc qui je trouve amène plus à l'obsession que si les choses étaient hyper clair, hyper possible, que le cours était un peu libéré. Je sais que c'est une hot take clivante. Disons que ça permettrait d'être plus lucide sur pourquoi, parce que je pense que ça peut arriver, une histoire où effectivement tu tombes vraiment amoureux de quelqu'un d'autre, ou alors tu peux être dans ce cas de ça peut être bien pour enlever l'option c'est vraiment juste pour le petit épice dans ma... Oui. Je dis pas que ça enlèverait, que ça réglerait. De toute manière, c'est vraiment une hot take. Mais je dis qu'il y a plein de micro-tromperies, de petits trucs comme ça qui, en fait, naissent vraiment et n'existent que par cet attrait de l'interdit et de la désirabilité. C'est ça, le côté transgression, fantasme, le lien avec le fantasme. Et que sans ça, potentiellement, ça aurait pas la même place, quoi. Ce qui veut pas dire que... certains cas de tromperie. Non. Quoi. Et potentiellement, ça veut dire que quand il arrive quelque chose, ce serait peut-être plus sérieux ou j'en sais rien. Plus... que ça... Fondé sur autre chose, en tout cas. C'est ça. Voilà. Donc voilà ma hot take, mais bon, venant d'une femme qui du coup n'est pas dans l'exclusivité, donc je suis malicieuse. Ouais, mais donc justement, est-ce qu'en étant dans cette configuration-là, est-ce que dans cette vie de couple-là, est-ce que tu remarques que tu fantasmes moins sur, je sais pas, la possible d'autres gens, carrément. Parce qu'en fait, jamais en soi, il n'y a pas d'impossibilité. J'ai jamais été aussi obsédée par d'autres personnes que quand j'étais en couple exclusif, ce qui, pour moi, a montré aussi, je trouve, l'échec pour moi de ce type de relation. Mais parce que vraiment, en plus, moi, j'ai un terrain addictif, donc, et où du coup, là, vraiment, cette fuite addictive, elle a été hyper forte, alors que maintenant que je sais que je peux relationner avec plusieurs personnes et tout, il y a toujours des personnes qui sont indisponibles sur lesquelles je pourrais fantasmer, mais je trouve que ça leur donne pas du tout le même pouvoir dans ma tête et dans mes émotions et dans mon truc. Je fais pas de fuite addictive aussi forte, quoi. Voilà. Et je trouve ça très apaisant, en fait. Je trouve que c'est aussi, du coup, cette idée va dans le sens de... Bon, après, oui, ok, quand on est dérégulé, on a des fuites, c'est une fuite X ou Y, c'est pas forcément, pour moi, pire que la fuite, ce soit de fantasmer sur X personnes que d'autres choses, mais que je pense que des fois, ça peut nous rendre très impaisibles et qu'on gagnerait en paisibilité à limiter ces obsessions, quoi. Et de l'autre côté, du coup, j'essaye d'inverser la perspective, mais de me placer dans dans le rôle de la personne qui potentiellement serait trompée. Ouais. On n'en a pas tant parlé que ça finalement pour l'instant, mais il y a le côté. On se met tous à la place du trompeur et pas du trompé. De celui qui n'aime vit. pas. En fait, est addict. C'est le premier épisode est sur la fidélité, mais on parle beaucoup d'infidélité et du côté de celle de la personne qui trompe, effectivement. Qui a été cocu ici, non? Oui, moi. J'ai trompé et été trompée, moi. J'ai tout fait. Tout été. Mais du coup, le risque, c'est quoi? C'est de se sentir...
trahi. Tu peux te sentir tout, tu peux te sentir toutes les blessures de Lise Bourbeau. Etc. Enfin, je veux dire, comme c'est une norme forte et qu'on y attache beaucoup d'importance, etc. Enfin, forcément, ça joue sur. Enfin, quand on est victime d'infidélité, on peut se sentir très, très, très dévalorisé et très déconsidéré, et même socialement, c'est dur à assumer, etc. Enfin, ça peut être dur. Après, je sais pas trop. Ça peut être aussi. Selon ta culture, en Italie, c'est l'insulte suprême, c'est cornuto, quoi. C'est ouais, mais là, alors même. Ça touche pour les hommes. En plus, ça touche à la virilité. Quand on voit la réappropriation par l'alt-right américaine de la figure du cuck, qui est vraiment, c'est le pire truc d'être un cuck, d'être cocu, du coup, et ça veut dire, même ils l'ont extrapolé pour dire c'est quelqu'un de faible qui se fait avoir par la société, par le féminisme, enfin bref, toutes les choses qu'ils détestent. Mais du coup, il y a quand même une connotation très très forte, et donc la solution que tu proposes de ta hot take de libérer le cours et d'en finir avec la prohibition de l'infidélité, je sais pas, ça pourrait avoir quoi comme effet sur, justement, du point de vue de la personne qui se fait tromper? Oui, non, mais je reviens sur cette norme est très forte. J'ai regardé Love is Blind France. Ils arrêtaient pas. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient la discussion sur la fidélité, ce qui était peut-être pas le cas avant, de dire qu'est-ce que c'est, est-ce que tu veux du couple exclusif, enfin, à minima, est-ce que tu veux du couple exclusif ou pas. Mais vraiment, à chaque fois, les gens vont dans cette émission pour se marier et trouver l'âme sœur, donc c'est biaisé. Enfin bon, c'est ce qu'ils disent. Mais à chaque fois, ils étaient là en mode, mais la fidélité, c'est la base du couple. Il y avait quand même ce côté, genre, moelle osseuse du couple. Et du coup, s'il y a infidélité, vraiment, ça, c'est la structure le couple, c'est sinon, l'identité. C'est quoi la différence entre un sex friend et ton couple, quoi? Enfin, je caricature, mais... De quoi? Pourquoi est-ce que la sexualité est le socle du couple? Parce que en fait, t'es quoi si c'est un peu comme si c'était la valeur qui faisait que vous étiez un couple. Sinon, sans ça, il y a vous êtes mais je trouve que c'est limitatif. On ne pourra pas avoir toute la discussion. Oui, non, bien sûr. C'est limitatif. L'exclusivité est sexuelle et émotionnelle. Pour moi, ce qui est important plus dans le couple, et du coup, c'est pour ça que ma hot take peut pas exister toute seule. Mais par exemple, moi, un truc qui me semble important dans le couple, c'est avoir le niveau d'engagement, le niveau de projet, le niveau d'engagement. Et pour moi, si on est dans un couple exclusif, ça veut dire un peu comme le niveau d'engagement dans une meilleure amitié, c'est de se dire c'est avec cette personne que je vais privilégier de construire des choses dans ma vie, de m'engager, de me projeter et tout. Et pour moi, ça peut être décorrélé, en tout cas d'une obsession sur la fidélité, tu vois. Enfin, je pense que c'est pas obligé que la fidélité, ça soit la moelle osseuse, même d'un couple très, très, très fort. Sexuelle, du coup. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que la fidélité peut dire autre chose qu'une fidélité sexuelle. Mais ça revient un peu au problème, parce que j'ai l'impression que c'est accepté de se dire, je suis en couple, mais je monte un projet de travail avec un ami, je pars, enfin, ça semble accepté, alors que... Et donc, finalement, ce qui te reste, c'est quoi? C'est les enfants, mais les enfants... tu les fais en... Enfin, je caricature. La base du coup. Je caricature. Je suis pas pour dire que je suis d'accord. Si on libère le cours, il n'y a plus de couple. De toute manière, je fais une propagande polyamoureuse et d'anarchie relationnelle. Je dis pas que je suis d'accord avec ma caricature et que je suis à fond derrière ça, mais je grossis vraiment. Je prends un gros pinceau de peintre en bâtiment pour... Non, mais je pense qu'on touche quelque chose dans... c'est une identité, enfin c'est identitairement très fort dans les couples. Cette question d'exclusivité sexuelle et émotionnelle, c'est vraiment vu comme une fondation du couple. Et dans Love is Blind, je pense que j'entendais vraiment des gens dire c'est la fondation, c'est la base, enfin c'est sur ça qu'on construit, quoi. Donc si c'est sur ça qu'on construit, le fait que ça aussi, forcément, ça a des conséquences. Je peux comprendre que ça puisse sembler plus... Pas plus fragile, mais enfin bon. Du coup, le compromis, peut-être, au lieu de... sans aller jusqu'à libérer le cours, qui est... Enfin, pourquoi pas, mais c'est vraiment le truc maximaliste, comme tu le dis. C'est peut-être de valoriser d'autres formes d'engagement dans le couple et d'engagement mutuel et de fondation de la confiance que la fidélité sexuelle et l'exclusivité sexuelle. C'est de dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent fonder cette... J'en viens brièvement à une autre take qui est qu'on est obsédé par la sexualité. Qu'en fait, la sexualité, ça définit nos relations aux autres et que peut-être qu'il faudrait
décentrer la sexualité comme le couple, il doit coucher ensemble, telle personne, elle ne doit pas coucher. Enfin, que la présomption de sexualité, ça définit nos modèles et que peut-être qu'on peut définir nos modèles, pas seulement, en tout cas, de cette manière, ou peut-être qu'on est un peu obsédé par la sexualité, au fond. Voilà. À force d'en parler. Hein. À force d'en parler, voilà, c'est ça ma conclusion. On est obsédé avec la sexualité. Ce n'est pas la base et la finalité de tout, l'alpha et l'oméga de tout. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans 2 épisodes, puisque c'est une série, donc je vous propose peut-être qu'on en termine là de cet épisode introductif. Ouais, ça fait bien la transition avec la suite, je pense. Carrément, on vous tease, ça fait bien la transition avec la suite. Revenez dans un mois. Et d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. En plus, si vous nous laissez rapidement, potentiellement, ça peut influer sur nos prochains épisodes. Si vous avez des retours à nous faire, des remarques, des idées, des choses que vous aimeriez voir abordées, on a des idées pour nos 2 prochains épisodes, mais on est ouvert à vos retours. Donc, dites-nous si vous êtes choqués qu'on banalise l'infidélité. Ouais, si on fait comme ex et crush. Dites-nous avec qui de nous 3 vous tromperiez votre conjoint. Oh non, va nous créer des problèmes. Bon, voilà. On va faire un sondage sur Instagram. Qui fait... Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, peut-être pas pour ce sondage, mais pour plein d'autres choses, sur le compte du Bisoudrome, sur le compte de Tomelk, sur mon compte Lélina, sur le compte de Lovela, qui n'est pas ici, mais qui revient. Et voilà, et puis d'ici la prochaine fois, des bisous.